Gourcuff. Les agriculteurs bio redoutent la baisse annoncée des subventions. Un coup dur, selon eux, au développement de la filière. Venus de toute la région, ils ont manifesté à Rennes ce midi. Et puis, Grand Corps Malade, parrain du festival Regards Croisés à Saint-Malo. Des courts-métrages réalisés par des handicapés pour parler de leur place dans le monde du travail. Grand Corps Malade est notre invité. Sabri Lamouchi va donc prendre le fauteuil d'entraîneur du Stade Rennais. Le nom de l'ex-international français n'a été annoncé qu'en fin d'après-midi. Baptiste Galmiche, vous nous en dites un peu plus sur Sabri Lamouchi. Et oui, un beau cadeau d'anniversaire pour Sabri Lamouchi. Il a débuté sa carrière en 1991 et 2 succès en tant que joueur, notamment avec l'Olympique de Marseille. Mais Sabri Lamouchi, c'est également un entraîneur. Et là, un bilan plus mitigé. Tout d'abord avec la Côte d'Ivoire où il a essuyé plusieurs défaites et un entraîneur pas vraiment aimé de ses supporters, mais également entraîneur d'une équipe du Qatar, un bilan cette fois plus positif. En tout cas, la Ligue 1, ici ce sera une première pour Sabri Lamouchi, un nouveau défi avec le Stade Rennais. Il sera présenté dès demain. Merci Baptiste. Et puis notre rédaction web propose aussi un article sur notre site internet. En attendant la prise de fonction, c'est 100 coachs officiels que les Rouges et Noirs se sont entraînés cet après-midi. Une séance décentralisée dans la commune du Reux. De quoi alimenter les conversations sur le bord du terrain. Reportage de Gilles Papin avec Bruno Van Wassenov. Olivier Létang n'aura pas mis longtemps à marquer son territoire. Après un entretien hier soir avec Christian Gourcuff, ce dernier est limogé dans la foulée. Ce matin, à la Piverdière, les réactions des supporters étaient partagées. C'est quand même dommage, quoi. Mais bon, ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est tout sauf une surprise. C'est-à-dire, à partir du moment où l'actionnaire a décidé de changer la haute direction en mettant un nouveau président, il va de soi que c'est pour faire un autre projet, c'est pas pour suivre la même aventure, entre guillemets, quoi. C'est Landry Chauvin, l'actuel directeur du centre de formation, qui assure l'intérim en dirigeant l'entraînement du jour. Mais les rumeurs commencent à circuler sur le successeur de Christian Gourcuff. 2 hommes tiennent la corde en fin de matinée. Gabriel Hanzeux, l'ancien joueur du PSG et de l'OM, et Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne. Mais à 15h30, le journal L'Équipe annonce que Sabri Lamouchi sera finalement le successeur du technicien breton. À 17h30, le club confirme l'information par un communiqué officiel. Dans la commune du Reux, alors que les joueurs sont venus à la rencontre de leurs supporters, ces derniers réagissent à l'arrivée de l'ancien international. Sabri Lamouchi, après il y a l'expérience aussi, il y a l'expérience en fait en tant que footballeur. Moi j'estime que c'est quelqu'un qui connaît le football. Il a été en équipe de France, donc réellement pourquoi pas Sabri Lamouchi, il faut donner la chance aux jeunes. Une conférence de presse est prévue demain à 12h30 pour officialiser la venue du nouvel entraîneur. Et Christian Gourcuff aura donc entraîné l'équipe rennaise pendant 15 mois. Il était venu avec un projet qu'il ne mènera donc pas à terme. L'ex-président René Ruello avait pourtant misé sur le coach breton. Retour sur un bilan contrasté avec Gilles Lemorvan. Gourcuff était arrivé à Rennes en mai 2016. Enfin, non pas arrivé, mais revenu. On sait qu'il avait fait un premier séjour ici sur le banc en 2001. 15 ans après, René Ruello l'avait donc rappelé pour bâtir ce qu'on avait baptisé le projet breton. En 2 mots, faire de Rennes un club qui tienne la route avec un style de jeu léché, dont la Bretagne tout entière puisse être fière. Gourcuff s'était laissé tenter. Je suis quelqu'un qui est capable de se fermer vite si ça passe pas, donc je triche pas. Et je pense qu'ici il y a un climat relationnel dans lequel je suis bien et qui me permettra d'être aussi performant, je pense, dans mon travail. 18 mois plus tard, le bilan s'est donc avéré contrasté. En gros, une victoire tous les 3 matchs, c'est pas beaucoup. Le début de saison a même été cette année catastrophique avec un Stade Rennais dans les profondeurs du classement. À sa décharge, il faut reconnaître que le coach rennais a dû faire face à une avalanche de blessés. Ici, Sarr, la recrue du mercato, indisponible 3 mois après un vilain tacle à Saint-Étienne. Hier soir, malgré 4 victoires consécutives sur les 4 derniers matchs, Gourcuff a donc été remercié par la nouvelle direction du club. L'entraîneur breton avait de toute façon laissé entendre que le départ du président Ruello et son remplacement par, je cite, le parachuté Olivier Létang n'était pas à son goût. Gourcuff a donc fait ses valises. À son arrivée à Rennes il y a 1 an et demi, il avait annoncé que ce serait peut-être son dernier défi.
Et pour être complet sur le football, notez que le Stade Rennais, seul club breton encore en lice dans la Coupe de la Ligue, recevra l'Olympique de Marseille pour les 8e de finale. Le match se disputera le 12 ou le 13 décembre. Dans l'actualité également, la colère des agriculteurs bio. Ils ont manifesté à Rennes ce midi, rassemblement régional, pour dénoncer la suppression des aides dont bénéficient les producteurs déjà reconvertis. Les subventions durant les 5 premières années de conversion sont maintenues. En revanche, celles des années suivantes pour aider au maintien dans la filière bio doivent disparaître. Thierry Breillet, Christophe Rousseau. Ce n'est pas encore la soupe populaire, mais les agriculteurs bio risquent de perdre beaucoup dans la réorganisation des aides. Venus des 4 départements bretons, ils sont venus le dire aujourd'hui avec leurs tracteurs à Rennes. L'idée, c'est clairement de maintenir un niveau d'aide directe aux producteurs pour ne pas décourager les conversions, surtout pas, et de fait augmenter éventuellement ces aides-là pour les encourager. Et aussi, plus on va aller aider l'agriculture bio, plus les produits bio seront accessibles. Guillaume Aveline travaille en coexploitation sur 120 hectares entre production céréalière et laitière. Pour 40 de ces hectares nouveaux en bio, il continuera à percevoir les aides à la conversion qui, elles, sont maintenues. Mais avec les dernières décisions gouvernementales, les 80 restants convertis de longue date devraient perdre les aides au maintien, soit plus de 10 000 € par an, avec des conséquences fâcheuses. La première, ce serait d'abord sur mon revenu, une perte sèche. Et puis, malgré tout, on est quand même en agriculture bio employeur de main-d'œuvre occasionnelle ou permanente. Mais je serai contraint de diminuer cet appel de main-d'œuvre. Et par ailleurs, cet argent nous permet aussi d'investir dans du matériel spécifique à l'agriculture bio, de désherbage notamment. Donc je serai peut-être amené aussi à réduire mes entretiens de matériel ou mes investissements de renouvellement dans ce genre d'outils. En Bretagne, les aides de la PAC en conventionnel s'élèvent à 550 millions € contre seulement 9 pour la bio, qui a pourtant bien besoin de ce soutien. Il n'y a pas beaucoup d'exploitations en conventionnel comme en bio qui survivraient à la fin des aides PAC. Donc il ne faut pas se voiler la face, on a quand même besoin des aides PAC pour équilibrer nos comptes. Alors dans les campagnes, les producteurs bio, soutenus par l'argument d'une demande grandissante, aimeraient une meilleure reconnaissance de leur travail, y compris environnemental. Un signal fort de soutien serait donc le bienvenu. Et agriculture toujours conventionnelle, cette fois avec cette question, l'Europe va-t-elle renouveler la licence qui permet d'utiliser le glyphosate? C'est un produit omniprésent dans l'eau des rivières bretonnes. Le glyphosate est utilisé comme désherbant par les agriculteurs, également les collectivités ou les particuliers. Et demain, les États européens voteront pour dire s'ils prolongent de 5 ans l'autorisation d'épandage de cet herbicide. En Bretagne, le constat est on ne peut plus clair. Le glyphosate était en 2015 le pesticide le plus vendu, 394 tonnes, et Finistère et Côte d'Armor figure dans le top 10 des départements français les plus consommateurs. État des lieux avec Muriel Lemorvan et Gwenaël Bron. Sur la carte de l'utilisation du glyphosate, le Finistère est en rouge. C'est qu'au-delà de l'utilisation classique des désherbants, la pointe bretonne a eu recours en masse au Roundup, notamment dans le cadre de la lutte contre les nitrates et les algues vertes. Un couvert végétal hivernal est en effet préconisé pour éviter le lessivage des sols par la pluie et l'arrivée de l'azote dans les rivières. La problématique qu'on a, là je vais parler en tant que technicien, dans le conseil qu'on peut apporter à un moment donné, il est qu'on répond à la problématique de l'instant T. Donc la problématique à l'époque c'était très clairement les nitrates, il fallait qu'on réduise fortement les nitrates et l'impact des couverts végétaux sur la qualité de l'eau et la baisse des teneurs en nitrates que l'on a, c'est des éléments qui ont été des éléments très positifs. Détruire un couvert végétal sur des solutions mécaniques, c'est un tracteur qui va consommer du fioul, qui aura un chauffeur qu'il faudra payer. Lorsqu'on utilise un glyphosate, en un quart d'heure, la parcelle, le travail est fait. Depuis une dizaine d'années, les techniques culturales sans labour, préconisées très officiellement pour améliorer la qualité du sol et faire gagner du temps aux agriculteurs, ont entraîné elles aussi des épandages de glyphosate avant les semis. Comme si les alertes des scientifiques sur les dangers des désherbants chimiques n'étaient pas entendues. On entend les deux versions, nous. Voilà, comme moi aussi, vous avez entendu des publicités à la télé il y a quelques années. Pour tout un chacun, considérait que le Roundup, il n'y avait aucun danger. Monsanto a pourtant été condamné par la justice pour publicité mensongère en 2008. Mais aujourd'hui encore, certains responsables agricoles sont dans le déni. Moi, je considère pour ma part qu'il y a
La science aujourd'hui, c'est l'opinion qui a pris le pas sur la science. Je le regrette profondément. C'est dangereux si vous le buvez, c'est dangereux si on vous traite si on traite sur les personnes, etc. Comme tout produit chimique à usage, c'est comme un médicament qu'on surdoserait également, etc. Tout est dangereux si effectivement on l'utilise pas comme il le faut. Novembre, mois de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre, les 118 communautés Emmaüs de France jouent un rôle essentiel. La communauté de Saint-Brieuc, par exemple, qui n'a pas hésité à investir pour accueillir plus de compagnons. Plein feu sur une économie où le moindre euro récolté fait teinter la cloche de la solidarité. Jean-Marc Seigné, Fabrice Leroy. À Saint-Brieuc, les héritiers de l'abbé Pierre ont modernisé, réhabilité leurs locaux. Objectif, ouvrir encore plus largement leurs portes aux cabossés de la vie. On a profité de ces travaux pour agrandir notre communauté. Agrandir parce qu'elle avait besoin. Parce qu'on a en gros 5 demandes de compagnons par semaine qu'on ne peut pas accepter faute de place. La capacité d'accueil est passée de 37 à 53 places pour des compagnons qui se conjuguent aussi au féminin. Ici, on accueille 53 compagnes et compagnons. Effectivement, la particularité depuis un an, c'est qu'on accueille des femmes. Nana est l'une des premières femmes arrivées voilà un an. Emmaüs, c'est désormais sa nouvelle famille. C'est une vie qui se conjugue ensemble. Donc on s'accepte les uns les autres. Aux côtés de 150 bénévoles, tous participent à la vie de la communauté qui recycle, revend le fruit de ses collectes. Ici on trie, on revalorise. Les écartés du partage se jouent d'une société de consommation qui roule sans frein sur la bande d'arrêt d'urgence. On vit de notre travail, on n'a aucune subvention et on vit du travail à la fois des compagnons et des bénévoles qui font vivre cette communauté. Et il faut trouver chaque année 1,3 million d'euros pour boucler un budget qui s'efforce aussi de répondre à toutes les formes de précarité. Car Emmaüs offre 10 places pour l'accueil grand froid, réserve 6 lits pour le 115, l'hébergement d'urgence, et ambitionne de lutter contre d'autres formes de misère au niveau national et international. Si on veut pouvoir répondre, il faut absolument que la solidarité continue. C'est tout ça qu'on veut montrer, et en même temps montrer comment la communauté a évolué. C'est le message que tentera de faire passer une communauté qui tiendra porte ouverte mercredi prochain, toujours dans un souci d'indépendance et de transparence. 6 minutes pour raconter sa vie de personne handicapée au travail. C'est le cahier des charges du festival de court-métrage Regards croisés, créé en 2009 par l'association L'Hippocampe. Le festival s'installe cette année au Palais du Grand Large de Saint-Malo. C'est jusqu'à samedi. Hors compétition, le long-métrage Patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sera projeté ce soir en leur présence. C'est pour lancer l'événement. Nous retrouvons justement Grand Corps Malade en duplex de Saint-Malo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez aussi montré le handicap dans Patient, un film inspiré de votre vie. Vous ne vous y apitoyez pas du tout sur votre sort, au contraire. Oui, il faut surtout pas s'apitoyer. Dans un film comme celui-là, on sait que le drame, il est là, il existe. Un centre qui accueille des personnes lourdement handicapées, on sait que le contexte est déjà lourd. Donc le ton, il fallait absolument qu'il soit différent, il fallait qu'il soit plein de vie. Et ça tombe bien parce que ça correspond à la réalité. C'est pas juste nous qui avons décidé dans ce film de mettre ce ton-là, c'est une réalité. Dans les milieux compliqués comme ça, durs, pour les personnes qui vivent des choses très dures, eh ben, il se dégage du coup une énergie, un dynamisme et surtout un humour et une autodérision qui va très loin et peut-être bien plus loin que ceux qui connaissent pas ne peuvent pas imaginer cet humour-là. Alors c'est un slogan du festival, le handicap n'empêche pas le talent. Évidemment, vous étiez l'ambassadeur par excellence pour porter ce message. Ouais, c'est une belle phrase, le handicap n'empêche pas le talent. Peut-être même que dans certains cas, le handicap peut même créer du talent. Parce que quand on traverse des périodes compliquées comme ça, il y a une espèce d'instinct de survie. On sait que peut-être certains sens ou certaines capacités physiques ont été touchées. Donc on va développer autre chose. On va aller chercher des choses en nous pour créer. Et du coup, peut-être que des fois même, le handicap peut créer l'étincelle qui met en avant le talent. Alors on va regarder un court extrait de votre film et puis on poursuit l'entretien juste après. Je te cherchais. Oh putain, ça me fait plaisir de te voir, toi t'as pas idée. C'est vrai? Non, pas du tout. Si, bien sûr que si, c'est vrai. Bon, c'est pas la fête tous les jours ici, hein, donc... ça fait du bien quand t'es là, c'est bien, très bien. C'est gentil. Ça va? Tu te sens bien? Pourquoi? Ouais, ça va très bien. On peut pas se dire des choses normales de temps en temps? Ah si, mais bien sûr, Ben, carrément. Dans un couloir, les infirmiers qui passent, y a pas de problème. Excuse-moi, j'avais prévu un coucher de soleil avec une petite voiture décapotable, mais
Il n'y avait plus que des fauteuils ce couloir-là, j'ai pris ça, c'est pas grave. Puis bah si on se dit les choses, je suis super contente aussi que tu sois là. Enfin, c'est une chance que tu sois avec moi ici. Alors vous allez rencontrer le public après la projection ce soir, ce ne sera pas la première fois. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre des remarques qui reviennent sur le manque de facilité pour s'intégrer quand on est handicapé ou au contraire que le dossier avance ? Non, bien sûr, on sait qu'en France, on a beaucoup de retard sur ces questions-là. On n'est peut-être pas le pire pays, mais en tout cas, on est loin d'être les premiers. On sait qu'en Allemagne ou dans les pays scandinaves, ils ont bien plus d'avance sur nous. Voilà, sur l'insertion, voilà, les personnes handicapées pour l'insertion dans le monde professionnel, pour l'accessibilité d'une manière générale sur les trottoirs, dans la rue, dans les transports en commun, pour accéder aux salles de spectacle, au cinéma, au théâtre. Voilà, on sait que les choses vont dans le bon sens, mais qu'on a beaucoup de retard, qu'il y a encore une vraie volonté politique à dynamiser. Donc oui, on a beaucoup entendu ces choses-là et plein d'autres choses. C'est vrai que on a l'habitude avec Mehdi Idir, le co-réalisateur du film, de rencontrer le public après les projections. On a fait une très longue tournée d'avant-première en début d'année avant que le film sorte. Et voilà, on a rencontré plein de personnes, des fois très concernées par cette question-là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je peux ajouter qu'il y a plus de 50 courts-métrages en compétition. La projection de votre film, c'est à 20h et il reste des places. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il reste des places et surtout, on va pouvoir échanger tous ensemble après le film. Un entretien enregistré il y a quelques minutes. Des luttes ou des viols de gambe, voilà des instruments remis en valeur par le Festival de musique ancienne de Lanvellec et du Trégor. L'événement vient de s'achever, mais il joue les prolongations avec encore quelques représentations pour les tout petits. 600 enfants découvrent ainsi une adaptation du conte Jack et le haricot magique sur des musiques du XVIIe siècle. Fabrice Leroy, Jean-Marc Seigné. Vous verrez, c'est un spectacle de marionnettes, mais il y a également les musiciens qui vont jouer des instruments, peut-être que vous ne connaissez pas, le luth, le sistre et la viole de gambe. Des instruments auxquels ces enfants de maternelle et de primaire sont en effet peu habitués. Pour la première fois, le Festival de musique ancienne joue la carte jeune. C'est une découverte au travers d'un spectacle jeune public, donc c'est pour eux une meilleure entrée en matière pour découvrir cette musique du XVIIe. C'est dans le répertoire britannique que l'ensemble La Rêveuse a pioché pour accompagner l'histoire de Jack et de ses fameux haricots magiques. Il me fait peur celui-là. Évidemment, Jack, c'est un conte de tradition orale, donc on ne sait pas vraiment à quel moment il naît finalement. Et au XVIIe siècle, on connaissait déjà l'histoire et on s'est dit, puisque nous, on fait de la musique ancienne, on va piocher dans ce répertoire qui est un large répertoire qui a été noté au XVIIe siècle, mais qui circulait librement comme les contes finalement, donc il y a vraiment un parallèle. La plupart des airs sont issus d'un recueil intitulé The English Dancing Master, comme quoi la musique ancienne peut aussi se révéler très dansante. C'est tous les tubes, on peut dire, de l'époque. Et ça marche toujours, on voit sur les enfants, ils réagissent, ils tapent dans les mains quand c'est rythmé, etc. On les voit qui bougent en rythme. Donc je crois qu'ils y sont vraiment sensibles. La preuve avec cette gigue finale où Jack n'est pas le seul à avoir des fourmis dans les jambes. Un clin d'œil à Lénaïque Corson avant de refermer ce journal. La joueuse de rugby rennaise s'est vue décerner hier l'Oscar d'or féminin par le journal Midi Olympique, spécialisé dans le rugby. Lénaïque Corson, pimpolaise d'origine, évolue en équipe de France et également au Stade Rennais. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Itinéraire Bretagne ou votre édition locale hiéroise. Demain à 9h50, Pierre Janin, directeur de recherche à l'INSERM de Rennes et spécialiste de la chirurgie assistée par ordinateur, sera l'invité de Laurence Postic. Et puis autre rendez-vous, après le soir 3, Génération Bretagne s'intéressera à la Bretagne des startups et du high-tech. Robin Durand recevra Pierre Jacobs, directeur de Orange Ouest. Moi je vous dis à demain midi. Bonne soirée.